En 1945, on retire cette loi et ce décret. Et on la remet au moment de la guerre d'Algérie. Fin de la guerre d'Algérie, on la retire. Dernier mandat du gouvernement Hollande, on la remet. Et cette loi-là permet d'aligner les droits des policiers sur les droits des gendarmes pour faire feu. C'est-à-dire que concrètement, c'est noir sur blanc. Quand un gendarme voit une personne, un gendarme c'est l'armée, un gendarme c'est un militaire, c'est l'armée. Quand une personne prend la fuite, le gendarme a déjà le droit de tirer sur cette personne-là. Le policier, alors que déjà il prenait le droit, je pense à Caïf, il y a quelques années de ça, et le policier là aussi, encore une fois, non-lieu, eh bien, il va pouvoir tirer encore davantage. Voilà ce que c'est que la présomption de légitime défense. Et le contexte est tellement dégueulasse que le port d'armes, aujourd'hui, il risque d'être donné en plus à des sociétés privées de vigiles. Qu'aujourd'hui, il y a des chasseurs dans certaines régions de France qui sont associés à la police ou à la gendarmerie pour faire le sale travail. Voilà le contexte dans lequel nous sommes, et voilà ce qui est en droit de nous inquiéter et de dire la chose suivante. On construit actuellement en France un ennemi de l'intérieur, dans les banlieues, comme on construit dans les banlieues du monde un ennemi de l'extérieur. Ceux qui n'ont pas les bonnes valeurs culturelles, ceux qui n'ont pas les bonnes identités. Et je vous mets mon billet qu'il va y avoir cette année des révoltes dans les quartiers populaires suite à la mort de l'un d'eux. Il va y avoir des révoltes, d'abord parce qu'il y a un copain qui est tombé, d'abord parce qu'il y a un fils ou un frère qui est tombé, mais il va y avoir des révoltes aussi parce que dans ces quartiers-là, je l'ai dit, la situation sociale est explosive. Et ça va brûler. Et il y a un certain nombre de personnes qui, lorsque ça brûle, ils ne voient que les flammes. Il serait temps de voir la lumière portée par ces flammes sur les problèmes que traversent ces quartiers, qu'on appelle populaires, mais qui sont si impopulaires. Parce qu'on continue, ça brûle. Ça brûle sans faire de fumée, mais ça brûle. Ça brûle à l'intérieur, ça brûle dans les familles. Et je ne le dis pas de manière grave simplement parce que c'est la réalité. Ça nous implique politiquement. Ça nous implique dans une solidarité pleine et entière et de comprendre que lorsque demain ça va brûler dans les quartiers populaires, eh bien ce sera leur mai 68. Ce sera on ne veut pas de cette société, on ne veut pas de ce système, on ne veut pas de cette police. Et comprendre du coup qu'il y a une lecture politique, des réactions politiques qui ne passent pas toujours par des tracts et des affiches dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers où parfois, je me plais à dire personnellement que s'il y a un espoir à l'échelle de ce pays-là, il viendra sans aucun doute des quartiers et pas d'ailleurs, parce que dans ces quartiers, on est à la croisée de l'exploitation capitaliste comme jamais, on est à la croisée du néolibéralisme qui fait plus de dégâts qu'ailleurs comme jamais, on est à la croisée de toutes les oppressions, y compris sexistes, où les femmes sont plus discriminées encore parce qu'elles cumulent justement toutes les oppressions comme jamais. Et qu'il y a du coup un potentiel de révolte énorme, et que ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'un policier ressemble à un char d'assaut, qu'on envoie l'armée dans ces quartiers-là, tout simplement. Et ça nous invite, je le dis ici, à être d'une solidarité totale, pleine et entière, avec toutes les familles de victimes de violences policières, et notamment celles et ceux dont les frères et les sœurs sont montrés du doigt, et certains d'entre eux sont actuellement en prison, je pense, en l'occurrence à la famille d'Adama Traoré. Le dernier point, je m'excuse si j'étais un peu long, mais j'aimerais vous dire quelques mots sur les migrants, parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Alors, concernant les migrants, les images auxquelles nous avons droit régulièrement à la télévision, ce sont des hordes de population qui débarquent d'un bateau, qui arrivent sur un port. Il y a un effet de masse terrible. On y voit non pas des personnes, non pas des sujets politiques, mais on y voit une masse grouillante et surtout, ce sont des personnes à qui on ne donne pas la parole.
On parle sur eux, mais eux ne parlent pas. Ce sont des objets parlés et pas des sujets parlants. Et pour une raison simple, c'est que derrière cette construction, cette bande-son qui n'existe pas, il y a l'idée, évidemment, d'aller dans le sens d'une invasion, c'est-à-dire d'une sorte d'insécurité culturelle, pour reprendre les termes de Laurent Bouvet, qui n'est rien d'autre qu'un raciste patenté, qui n'est rien d'autre qu'un fidèle chien servile de Pétain, qui sans aucun doute, comme dans la social-démocratie, aurait été du côté des anti-Dreyfusards, parce qu'ils étaient nombreux à l'époque, tout en étant à gauche, à être anti-Dreyfusards, à donner les pleins pouvoirs à Pétain ensuite, à donner les pleins pouvoirs pendant la guerre d'Algérie ensuite, et aujourd'hui à montrer du doigt des migrants. Je le dis parce que être de gauche, ça n'a jamais été une garantie du point de vue de la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient sexistes ou racistes. Malgré tout le bruit qui court à ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de droite, c'est nul, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que avoir ta carte social-démocrate ne fait pas de toi en quoi que ce soit l'avant-garde de la lutte contre quelque forme de racisme que ce soit. Et je le dis vraiment, il y a toujours eu, dans la social-démocratie, eh bien, des individus qui ont été du mauvais côté de la barrière. Et là, en l'occurrence, les migrants dont je vous parle, ce sont des personnes, ce sont des sujets politiques, ce sont des personnes qui vont franchir toutes les frontières, des frontières de barbelés, des frontières d'hommes et de femmes armés, des frontières physiques parfois. Ce sont des montagnes, et vous avez vu avec quels dégâts ils ont franchi parfois ces montagnes en perdant parfois un ou plusieurs parties de leurs membres parce qu'ils n'étaient pas équipés pour traverser dans des températures aussi basses certaines frontières. Mais ils franchissent surtout une frontière, celle de la dignité. Une frontière que certains ont construite qui voudrait séparer un nous civilisé, blanc, occidental, bien élevé, bien éduqué, avec les bonnes valeurs, qui aimons, paraît-il, rire, avons le sens de la fête, pour reprendre toute la terminologie nauséabonde, de ceux qui, en levant un verre de vin rouge à une terrasse de café, avaient l'impression qu'ils étaient l'avant-garde de la lutte contre Daesh. Et de l'autre côté de cette barrière, de cette frontière de la dignité, un peu barbare, pas du tout civilisé, plutôt noir, latino-américain quand ça se passe aux États-Unis. Et évidemment, qui n'a qu'une seule envie, c'est de nous envahir. Eh bien, voyez-vous, cette frontière de la dignité, que certains ont voulu construire comme ça, elle est franchie par ceux et celles qui ont décidé de migrer. Elle est franchie pour dire, comme le disait Frantz Fanon, ils ne veulent pas être dans la zone du non-être dans laquelle on les renvoie systématiquement. Ils font partie de la zone de l'être et ils s'imposent comme étant dans la zone de l'être. Ce sont des sujets à part entière et pas entièrement à part. Eh bien, ces migrations-là, beaucoup auraient plus de légitimité que moi à en parler, parce que d'abord, un, ils sont migrants ou migrantes, deux, parce qu'ils s'organisent politiquement, trois, parce que ce sont des soutiens actifs des luttes des migrants, notamment la Chapelle Debout, par exemple, sur Paris, mais c'est vrai aussi à La Roya, c'est vrai à Calais, toutes les cantines ici et là qui sont parties vers ces différents lieux de résistance. Et j'aimerais ici juste rappeler simplement quelques chiffres. Les chiffres que je vais vous donner là ne sont pas une façon de déshumaniser la question. Derrière chaque chiffre, il y a un nom, un prénom, une vie et une histoire. Mais si je donne, et je me permets ici de donner des chiffres de personnes qui meurent dans les trajectoires de migration, c'est parce que les chiffres permettent de déchiffrer les politiques de l'Union européenne à l'endroit de ces personnes-là. L'Union européenne n'a pas de système de comptabilité des morts ni qui migrent et qui arrivent vers l'Union européenne. L'Union européenne a encore moins de systèmes d'identification pour donner des noms et des prénoms. Ce sont des associations et des ONG qui font le taf et qui disent d'ailleurs que ces chiffres-là que je vais donner sont largement en deçà de la réalité. Il faudrait multiplier par 3 ou 4 parce que beaucoup disparaissent.
Comme vous le voyez, la mer Méditerranée est un véritable cimetière à ciel ouvert. Les gens y meurent sans sépulture. C'est vrai aussi au niveau du golfe du Bengale, ça c'est un peu daté, c'est 2014, mais avec la chasse qui est faite par les Rohingyas, justement en Birmanie, vous avez aujourd'hui des milliers de personnes qui meurent aussi dans cette zone-là. Merci. La suivante, s'il te plaît. Vous avez donc, à l'échelle de 2014, c'était juste avant ce qu'ils ont appelé la crise migratoire de 2015, vous aviez quand même, essentiellement autour de la Méditerranée, les personnes qui mouraient essentiellement autour de la Méditerranée. Je voudrais dire justement sur ce qu'ils appellent la crise migratoire. La crise migratoire ou la crise des migrants ou la crise des réfugiés, c'est un contresens absolu à deux entrées. D'abord, on aurait tellement voulu qu'ils disent crise des capitalistes ou crise des banquiers ou crise des financiers. Non, ils ont dit crise capitaliste, crise financière. Pourquoi? Parce que dire crise des banquiers ou crise des capitalistes, c'était montrer du doigt les responsables de la crise. Et quand on dit crise des migrants, eh bien on montre du doigt simplement que les migrants sont responsables de la crise eux-mêmes qu'ils subissent et qu'ils font subir. Et l'autre terme, qui est complètement, absolument à contresens, c'est le terme de crise. Crise, ça sous-entend que c'est un moment subaigu, qui arrive, qu'on ne pouvait pas prévoir. Sauf que tout ça est largement prévisible. Le fait de dire crise, c'est même enlever complètement les mécanismes historiques qui précèdent la crise elle-même. Ce qu'ils appellent la crise. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles décident de se déplacer, il y a des logiques rationnelles au déplacement. Et dès lors qu'on dit crise, eh bien, on enlève toute la temporalité du mouvement migratoire. On enlève toute l'histoire de ceux et celles qui sont amenés à traverser des frontières. Alors la suivante montre que, attention, à l'échelle de la planète, il y a les réfugiés dont on parle, mais ce dont on parle moins, ce sont les déplacés, c'est-à-dire ceux et celles qui quittent leur maison mais qui restent dans les frontières du pays où ils habitent. Et c'est très important parce que, du point de vue chiffré, comme vous pouvez le voir, s'il y a à peu près 22 millions de réfugiés en 2015, il y a quasiment le double de déplacés. C'est-à-dire que l'essentiel de ceux et celles qui quittent leur logement restent dans le pays où ils sont. Ça fait environ 60 millions selon l'UNHCR, le Haut Comité aux réfugiés, de déplacés réfugiés. 60 millions, c'est sans compter les 44 millions de réfugiés climatiques, mais le HCR ne les compte pas. C'est-à-dire que nous avons, à l'échelle mondiale, quasiment d'année, 100 millions de personnes qui sont déplacés, réfugiés et réfugiés climatiques. Je les inclus dedans parce que les conséquences climatiques sont quand même une des conséquences du système capitaliste qui est le nôtre, qui pourrit la planète et qui fait payer la facture particulièrement aux pays du Sud. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Ah, c'est trop dommage. Bon, d'autres ont sauté, c'est pas grave, c'est pas grave. Simplement, je voulais vous montrer les diapos, mais elles ont sauté d'un point de vue technique, c'est pas très grave. Mais en même temps, je vais vous dire 2-3 mots là-dessus. Lorsqu'on regarde les personnes qui meurent en Méditerranée, on a à certaines années des pics. On a à certaines années des pics. Et ces pics, ils correspondent à quoi? Eh bien, au moment où les personnes migrent le plus. Il y a une cohérence. Plus les gens migrent, plus le risque de mortalité en Méditerranée augmente. C'est cohérent. Et en même temps, quand on regarde à quel moment on a ces pics-là, eh bien, il y a une corrélation directe avec les guerres. Les guerres en Libye, en Syrie, en Irak, etc. À chaque fois qu'on a une guerre, eh bien, on a des pics de migration. Je pense que vous vous en doutiez, mais visuellement, quand on voit les pics, c'est vraiment très, très parlant. Et à certains moments, les pics se creusent. Ça disparaît. Il y a moins de morts et il y a moins de migration. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la France et l'Union européenne ont décidé d'externaliser le traitement des migrants dans d'autres pays. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais là, ça dit très clairement les choses. Vous avez, en tous les cas, c'est une photographie en 2015, au moment de ce qu'ils ont appelé le pic migratoire. Voilà les nationalités les premières. La Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. Aujourd'hui, on peut le dire très clairement, ce sont des pays dans lesquels il y a eu des guerres occidentales. Et il y a eu jusqu'à 13 pays qui se sont embringués dans la guerre en Syrie. 13 années, 14 années de guerre en Irak. En Afghanistan, c'est une longue histoire depuis l'Union soviétique jusqu'à aujourd'hui, où on a très clairement un dépeçage de ces pays-là. Un dépeçage total pour des raisons économiques, géostratégiques. Et bien tout ça provoque bien évidemment des millions de migrations. Alors ça, c'est concernant les guerres, mais il y a un autre volet qui me semble aussi important, s'il te plaît. C'est celui qui concerne justement ce qu'on appelle la faim dans le monde. C'est-à-dire celles et ceux qui migrent parce qu'on y crève de faim. Mais là, c'est pareil. Ne tombons pas tout de suite dans le piège de « c'est à cause du climat ». Oui, il y a des raisons climatiques. Mais il y a surtout une instrumentalisation politique de la faim. C'est-à-dire que
il y a des bourses, la bourse de Chicago, où on joue sur des denrées alimentaires. Et il y a des endroits où on spécule sur le riz, sur le blé. Et les premières victimes, c'est évidemment ces personnes dont la nourriture, entre autres, est à base de riz ou de blé. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui relève de toutes ces politiques internationales, du FMI, de la Banque mondiale, des accords de Bretton Woods, etc., qui imposent à ces pays-là de s'orienter vers des cultures d'exportation pour ramener des devises. Pour faire quoi, les devises? Pour payer une dette illégitime, qui a été déjà remboursée plusieurs fois. Et des cultures non pas pour le pays, pour subvenir aux besoins du pays, mais des cultures d'exportation pour ramener des devises fortes. Vous comprenez? Cette histoire de devises n'est pas sans nous faire penser à la politique du franc CFA, qui fait que la France, aujourd'hui, a la mainmise sur l'économie de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Et enfin, parce que c'est pas rien, c'est le dire sous cette forme-là, 60% de la population meurt de faim ou en souffrance liée à la faim au Soudan. C'est pareil en Érythrée. Il y a différentes, dans la Corne de l'Afrique,